La paradoxe de la puissance inutile. Un porte-conteneur quitte lentement le port de Shanghai en direction de Los Angeles. Son moteur gronde avec une puissance qui dépasse 110 000 chevaux. Oui, 110 000, plus que toutes les voitures de ta rue réunies. À l'intérieur, la chaleur du fioul fait vibrer les parois d'acier. Les pistons, grands comme une pièce entière, frappent comme les marteaux d'un dieu ancien. 14 cylindres poussent un arbre qui entraîne une hélice de 9 mètres de diamètre. La bête est vivante. Et pourtant, elle avance à peine. Ses 400 mètres de longueur fendent la mer à une vitesse qui n'atteint pas 25 nœuds. Cela représente environ 46 km par heure. Moins que ce que tu ferais en voiture sur une route vide. Et pourtant, ce monstre peut transporter 18 000 conteneurs remplis de marchandises, téléviseurs, vêtements, téléphones, voitures, tout ce qui fait tourner le monde moderne. Alors comment est-il possible que quelque chose d'aussi puissant se déplace si lentement ? Comment un moteur capable d'alimenter une ville entière peut-il se comporter comme une tortue sur l'océan ? À première vue, cela semble absurde, mais si tu y réfléchis un instant, la lenteur de ces géants n'est pas une erreur. C'est un choix, une conséquence inévitable de la physique et de l'économie. Et le comprendre est l'une des leçons les plus fascinantes de l'ingénierie moderne. Pour le comprendre, il faut d'abord regarder au cœur de la machine, le moteur. Prenons l'exemple de l'Emma Maersk, l'un des navires les plus célèbres de la planète. Son moteur, un Wärtsilä RT-Flex 96C, mesure 13 mètres de haut, presque comme un immeuble de 4 étages, et pèse plus de 2300 tonnes. Chaque minute, il consomme 7000 litres de fioul lourd, un carburant si dense et sombre qu'il ressemble à du goudron liquide. Ce moteur développe 110 000 chevaux. C'est 110 fois la puissance d'une voiture de Formule 1. Et pourtant, malgré toute cette force, le navire met presque une semaine à traverser l'Atlantique. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Pendant une grande partie du XXe siècle, les océans étaient des pistes de course. Les grandes compagnies se disputaient le Blue Riband, le trophée du navire le plus rapide à traverser l'Atlantique. Des paquebots comme le Queen Mary ou le SS United States dépassèrent les 30 nœuds, propulsés par des turbines à vapeur. Ils étaient des symboles de puissance et de fierté nationale. Aujourd'hui, en revanche, ces records n'ont plus d'importance. Les navires sont bien plus grands, plus efficaces. Et oui, beaucoup plus lents. Et non pas parce qu'ils ne peuvent pas aller vite, mais parce qu'il n'est pas avantageux qu'ils le fassent. Pour le comprendre, il faut imaginer leur masse. Un navire de cette taille peut peser plus de 200 000 tonnes lorsqu'il est chargé. Cela équivaut à 33 000 éléphants adultes. Maintenant, imagine que chacun de ces éléphants doit être poussé par un seul cheval. Tu vois le problème. Peu importe la force du cheval, la charge à déplacer est démesurée. Voilà la première clé. Chaque cheval vapeur du moteur doit déplacer une fraction minuscule d'une masse gigantesque. La force se répartit sur des millions de kilos, et le résultat est un mouvement lent mais constant. Puis vient le second ennemi, l'eau. La mer n'est pas un espace vide, c'est une masse dense, presque 800 fois plus résistante que l'air. Se déplacer dans l'eau, c'est comme essayer de courir dans une piscine. Plus tu forces, plus la résistance augmente. C'est pour cela que même les navires les plus puissants du monde sont limités par la physique. L'équation de traînée montre que la résistance augmente avec le carré de la vitesse. Cela signifie que si tu doubles la vitesse, la résistance est multipliée par 4. Et si tu la triples, elle est multipliée par 9. À partir d'un certain point, le moteur ne peut plus vaincre la force de l'eau. Toute la puissance sert seulement à maintenir l'allure. Ce point s'appelle la vitesse terminale. Et pour un navire comme l'Emma Maersk, cette limite se situe précisément autour de 25 nœuds. Au-delà, chaque nœud supplémentaire coûterait des millions en carburant. Ce n'est pas impossible, ce n'est simplement pas rentable. Alors la prochaine fois que tu verras l'un de ces géants de la mer avancer calmement, souviens-toi de ceci. Ils ne sont pas lents parce qu'ils sont faibles. Ils sont lents parce qu'ils sont trop puissants pour gaspiller de l'énergie. Et si je te disais qu'autrefois les navires allaient plus vite et qu'ils ont volontairement choisi de ralentir ? Cette histoire, tu vas la découvrir maintenant. L'ennemi, invisible, l'eau. Maintenant que nous avons compris que la puissance ne fait pas tout, il faut voir pourquoi l'océan est le véritable responsable de la lenteur de ces colosses. Et non, ce n'est pas une métaphore, l'eau les freine réellement avec une force brutale. Quand un navire avance, il pousse devant lui un mur liquide. Cette masse d'eau résiste, se déforme et crée un courant opposé que l'on appelle la résistance à l'avancement. Et voici le point clé. Cette résistance n'augmente pas de manière linéaire, elle augmente de façon exponentielle. Imagine ceci,
Si un navire veut aller 2 fois plus vite, il n'a pas besoin de 2 fois plus de puissance. Il lui en faut 4 fois plus. Et s'il veut tripler sa vitesse, il doit multiplier sa puissance par 9. Autrement dit, si un moteur développe déjà 110 000 chevaux, essayer d'aller un peu plus vite reviendrait à ajouter plusieurs moteurs géants pour gagner seulement quelques kilomètres par heure. Un non-sens total. C'est pour cela que, même si ces moteurs pourraient rugir avec une force colossale, les ingénieurs navals limitent volontairement la vitesse. Sinon, la consommation de carburant exploserait à des niveaux absurdes. Une faible hausse de vitesse se traduit par une envolée massive de la dépense énergétique. Pour te donner un ordre d'idée, un navire comme l'Emma Maersk brûle environ 380 tonnes de fuel par jour à 25 nœuds. Mais s'il augmente sa vitesse d'à peine 10%, la consommation peut atteindre 500 tonnes quotidiennes. Ce ne sont pas quelques tonnes de plus, ce sont des centaines de milliers de dollars supplémentaires et des milliers de tonnes de dioxyde de carbone rejetées dans l'atmosphère. Voilà pourquoi plus rapide ne signifie pas forcément meilleur. Et tout cela pour une seule raison. L'eau ne pardonne pas la vitesse. L'air est indulgent. Il permet à un avion de voler à 900 km/h ou à une voiture de rouler à 200 sans résistance excessive. Mais l'eau est environ 800 fois plus dense que l'air. S'y déplacer, c'est comme courir dans une piscine. Chaque mouvement frappe un mur invisible. Plus tu pousses, plus le mur devient dur. Cela explique pourquoi même les navires les plus puissants de la planète restent soumis aux lois de la physique. Peu importe le nombre de chevaux disponibles, l'océan exige toujours son prix. C'est pour cela que les ingénieurs accordent une importance extrême à la forme de la coque. Plus la surface en contact avec l'eau est grande, plus la résistance augmente. Les navires modernes, en particulier les porte-conteneurs, sont immenses. Certains atteignent plus de 60 mètres de large et 400 mètres de long. Déplacer une structure pareille, c'est comme pousser une cathédrale à travers la mer. Les navires conçus pour la vitesse, comme les ferries, les catamarans ou les destroyers militaires, utilisent des coques fines et effilées qui tranchent l'eau. A l'inverse, les cargos sont conçus pour autre chose. Flotter, encaisser et transporter des tonnes de marchandises. Leur coque est plus large, plus stable et génère donc davantage de résistance. Mais cela n'a pas d'importance, car leur mission n'est pas de courir, mais de déplacer le monde avec efficacité. Le moteur suit la même logique. Les géants des mers n'utilisent pas des moteurs petits et rapides. Ils utilisent des moteurs lents, massifs, à très bas régime. Chaque piston d'un navire comme le HMM Algeciras dépasse 1 mètre de diamètre et son régime maximal atteint à peine une centaine de tours par minute. Une voiture classique en atteint plusieurs milliers. Mais ces moteurs lents peuvent entraîner des hélices gigantesques sans les détruire, transformant toute leur puissance en poussée constante et fiable. Et justement, parlons des hélices. Peu de pièces mécaniques sont aussi abouties que celles de ces titans. Une hélice de navire peut mesurer 9 mètres de diamètre et peser plus de 80 tonnes. Elle est coulée d'un seul bloc dans un alliage de nickel, d'aluminium et de bronze, puis polie avec une précision extrême. Et surtout, chaque hélice est conçue exclusivement pour son navire. L'angle, la courbure et la forme des pales varient selon la coque, la charge et la zone de navigation. Une erreur de quelques millimètres peut représenter des milliers de litres de carburant gaspillés chaque jour. Alors oui, ces moteurs pourraient tourner plus vite, mais s'ils le faisaient, un phénomène destructeur apparaîtrait, la cavitation. Ce sont des bulles microscopiques qui se forment derrière les pales lorsque la pression de l'eau chute trop fortement. Quand ces bulles implosent, elles frappent le métal avec une violence suffisante pour l'éroder. La cavitation réduit le rendement, provoque du bruit, des vibrations et raccourcit la durée de vie des systèmes. C'est pour cela que les ingénieurs recherchent un équilibre précis, beaucoup de puissance mais peu de vitesse. Voilà la véritable sagesse de ces colosses. Il ne s'agit pas de courir, mais d'avancer sans rompre l'équilibre de l'océan. Ces navires ne sont pas lents par erreur. Ils sont lents parce qu'ils sont optimisés pour déplacer la planète entière avec le minimum d'énergie possible. Et même s'ils semblent lourds, ce sont en réalité parmi les créations les plus précises de l'ingénierie humaine. Dans un instant, tu verras que l'histoire a joué un rôle décisif dans cette évolution. Il fut un temps où les navires cherchaient à être les plus rapides jusqu'à ce que l'économie les force à lever le pied, quand les navires ont décidé de ralentir. Il fut une époque où les océans étaient une piste de course, un temps où la vitesse était tout. Les capitaines voulaient battre des records, les pays voulaient afficher leur puissance et les compagnies maritimes cherchèrent la gloire.
Traverser plus vite était un symbole de prestige national. Au milieu du 19e siècle, les premiers navires à vapeur ont commencé à dominer l'Atlantique. Avant cela, les voiliers dépendaient du vent et pouvaient mettre plus d'un mois pour relier l'Europe à l'Amérique. Avec la vapeur, ce temps est tombé à quelques semaines. Et très vite, cette course à la vitesse est devenue une obsession. En 1838, le vapeur Sirius a traversé l'Atlantique en un peu plus de 18 jours. Peu après, le Great Western l'a fait en 15. Chaque année voyait apparaître un navire plus rapide que le précédent, plus grand, plus élégant, plus coûteux. Et pour récompenser les meilleurs, on a créé le célèbre Blue Riband, le ruban bleu attribué au navire le plus rapide à traverser l'océan. Remporter ce titre était une question de prestige. Le pays gagnant faisait la une des journaux, la compagnie attirait des milliers de passagers et le capitaine devenait une célébrité. Pendant des décennies, les noms du Lusitania, du Mauretania, du Normandie ou du Queen Mary ont rempli les manchettes du monde entier. En 1952, le SS United States a pulvérisé tous les records en traversant l'Atlantique en 3 jours, 10 heures et 40 minutes. Encore aujourd'hui, plus de 70 ans plus tard, personne n'a réussi à le dépasser. Mais cette vitesse avait un prix immense. Pour maintenir ce rythme, le United States brûlait plus de 1000 tonnes de carburant par jour. 1000 tonnes quotidiennes, uniquement pour gagner quelques heures. C'était le prix de l'orgueil. Le monde célébrait la vitesse, mais l'économie commençait à douter. Durant la seconde moitié du XXe siècle, l'essor de l'aviation a complètement changé la donne. Les avions commerciaux offraient ce que les navires ne pourraient jamais égaler, la rapidité. Ils traversaient l'Atlantique en moins d'une journée. Les voyages maritimes ont cessé d'être une nécessité et sont devenus un luxe réservé aux croisières. Les grandes compagnies maritimes, autrefois centrées sur le transport de passagers, ont dû se réinventer. C'est à ce moment-là que le transport maritime a trouvé sa nouvelle mission, déplacer des marchandises. Le XXe siècle a apporté la conteneurisation, une révolution silencieuse qui a transformé le commerce mondial. Les navires ne rivalisaient plus en vitesse, mais en capacité. Plus ils pouvaient transporter de conteneurs, plus le voyage devenait rentable. Ainsi, l'ère des courses a pris fin. Mais la transformation décisive est arrivée en 2008, lorsque le monde a affronté l'une des crises financières les plus graves de l'histoire moderne. Le commerce international s'est effondré, le prix du pétrole a explosé et les compagnies maritimes ont commencé à perdre de l'argent. Des milliers de navires sont restés immobilisés dans les ports, sans cargaison et sans destination. C'est alors qu'une idée, apparemment absurde, a émergé au sein de l'industrie. Et si nous naviguions simplement plus lentement ? Ainsi était né le slow steaming, une pratique qui allait transformer durablement le transport maritime. Elle consistait à réduire la vitesse de croisière des navires de 25 à environ 18 nœuds. La logique était simple, si la résistance augmente avec la vitesse, ralentir réduit la consommation de carburant. Et les résultats ont été surprenants. En quelques mois, les compagnies ont vu leur coût d'exploitation chuter jusqu'à 30%. Les émissions polluantes ont diminué, l'usure des moteurs a baissé et la durée de vie des hélices s'est allongée. Pour la première fois dans l'histoire moderne, naviguer lentement devenait rentable. Peu après est apparue une version encore plus extrême, le super slow steaming. Certains navires ont commencé à voyager à seulement 12 nœuds, moins de la moitié de leur vitesse maximale. Oui, ils mettaient un plus de temps à arriver, mais les économies étaient ainsi importantes que le temps a cessé d'être l'ennemi. Dès lors, les grandes compagnies comme Maersk, MSC et CMA, CGM, ont adopté la lenteur comme norme. Aujourd'hui, plus de 90% du commerce mondial repose sur cette philosophie. Des navires lents, stables et efficaces, qui traversent la planète sans se presser. Et le plus étonnant, c'est que personne ne les y oblige. Il n'existe aucune loi internationale limitant la vitesse des navires. Ils ralentissent parce que c'est plus rentable. L'économie et la physique ont fini par se rejoindre. Les chiffres sont clairs, moins de vitesse signifie moins de dépenses, moins d'émissions et plus de profit. Le slow steaming n'a pas seulement sauvé l'industrie maritime, il a aussi réduit son empreinte écologique. Chaque nœud en moins représente des milliers de tonnes de dioxyde de carbone qui ne sont pas rejetées dans l'atmosphère. En réduisant la vitesse, les navires génèrent moins de bruit sous-marin et moins d'impact sur la faune marine. Les moteurs fonctionnent de manière plus stable, la maintenance diminue et les accidents deviennent moins probables. Avec le temps, cette pratique est devenue une stratégie permanente.
Les compagnies ont compris que la véritable concurrence ne se jouait pas sur la vitesse, mais sur l'efficacité par tonne transportée. Plus un navire avance lentement, plus chaque kilomètre parcouru devient rentable. Ainsi, ce qui avait commencé comme une mesure désespérée pour survivre à une crise économique s'est transformé en philosophie d'ingénierie. Les géants des mers ont appris que la force sans contrôle ne sert à rien, que la sagesse réside dans une avancée calme et précise. Aujourd'hui, le slow steaming est la norme. Les navires, autrefois symboles de vitesse, incarnent désormais la patience, la stabilité et une puissance silencieuse. Car dans les océans modernes, le succès ne se mesure plus en nœuds, mais en efficacité. Et bientôt, tu verras comment la technologie et l'intelligence artificielle portent cette efficacité à un niveau encore supérieur. L'avenir des géants lents. La mer a toujours été le théâtre de la force humaine. Mais ces dernières années, les navires ont commencé à remplacer la force par l'intelligence. Aujourd'hui, les géants des océans ne cherchent plus à aller plus vite. Ils cherchent à réfléchir mieux. Le 21e siècle a transformé la navigation en une discipline fondée sur les données. Les moteurs restent le cœur, mais les capteurs sont devenus le cerveau. Des milliers d'entre eux sont installés sur chaque navire. Ils mesurent la pression, la température, les vibrations, la consommation et la vitesse des courants. Chaque seconde, des volumes immenses d'informations sont envoyés vers des centres de contrôle. Là, elles sont analysées pour optimiser chaque décision. L'objectif n'est plus d'accélérer. L'objectif est de naviguer intelligemment. Les compagnies maritimes ont compris que la clé de l'avenir n'est pas la puissance, mais la précision. C'est pour cela que le transport maritime est entré dans une nouvelle ère, l'ère numérique. Des entreprises comme StormGeo, Orca AI ou Nautilus Labs mènent cette révolution. Leur système combine intelligence artificielle, apprentissage automatique et analyse prédictive. Ils ajustent en temps réel la vitesse, la route et la consommation de carburant. Le navire analyse la mer, le vent, les courants et même le trafic maritime. Il décide d'accélérer ou de ralentir, de changer de route ou de profiter d'un courant favorable. Tout est calculé à l'instant, sans marge pour l'erreur. Ce type de contrôle a permis d'économiser des millions et d'éviter l'émission de milliers de tonnes polluantes. Un seul navire équipé d'un système intelligent peut économiser plus d'1 million de dollars par an en carburant. Multiplié par des flottes entières, l'impact économique et environnemental devient colossal. Mais cette révolution ne concerne pas uniquement les systèmes de contrôle. Elle touche aussi la conception même des navires. Les ingénieurs navals associent désormais intelligence artificielle et simulation de dynamique des fluides. Ils conçoivent des coques plus efficaces et des hélices plus précises. Chaque nouveau navire passe par des milliers de modèles virtuels avant la première plaque d'acier. Tout est testé sur ordinateur, de la forme de la coque à l'angle des pales. Le résultat, ce sont des navires qui glissent avec moins de résistance. Ils accomplissent le même travail en consommant moins d'énergie. Malgré tout, une chose ne change pas, la nature de l'eau. La physique continue de dicter ses lois. L'océan reste l'adversaire le plus puissant, aucun algorithme ne peut le vaincre. La stratégie n'est donc plus de lutter contre lui, mais d'apprendre à respecter ses règles. Les ingénieurs savent qu'il n'existe pas de raccourci. Chaque avancée vise l'efficacité, jamais la vitesse. Les hélices sont désormais fabriquées avec des matériaux plus légers et plus résistants. Les coques reçoivent des revêtements spéciaux qui réduisent la friction. Les moteurs se combinent avec des systèmes hybrides électriques. Tout converge vers un même objectif, faire plus avec moins. La prochaine étape est déjà en marche, ce sont les navires autonomes. Des bâtiments capables de naviguer sans équipage, contrôlés depuis la Terre à des milliers de kilomètres. La Norvège, le Japon et la Corée du Sud ont déjà testé les premiers prototypes. Des navires équipés de radars, de caméras, de GPS et d'algorithmes de navigation. Ils prennent des décisions par eux-mêmes, même si leur généralisation prendra encore du temps. Une autre transition est en cours, la transition énergétique. L'industrie cherche à s'éloigner du fioul lourd, elle explore le gaz naturel, l'hydrogène et les biocarburants. Elle teste aussi une propulsion assistée par le vent, de grandes voiles rigides et des rotors de Flettner exploitent les courants d'air, comme si l'histoire refermait une boucle. Revenir au vent, mais avec la technologie du 21e siècle. Le résultat est un mélange de tradition et d'avant-garde. L'humanité qui traversait autrefois la mer sur des navires de bois
le fait aujourd'hui sur des machines capables d'apprendre. Et pourtant, l'essence reste la même, avancer sans céder face à l'immensité de l'océan. L'avenir de ces colosses ne sera pas la vitesse, il sera l'intelligence. Car le monde n'a plus besoin de navires qui arrivent les premiers, il a besoin de navires qui arrivent mieux, des navires qui soutiennent l'économie tout en protégeant la planète. Et dans cette course silencieuse, les géants lents sont les véritables vainqueurs. Ils ne remportent ni médaille ni record, mais ils soutiennent la vie moderne. Chaque objet que tu touches, chaque aliment, chaque produit que tu consommes a voyagé à bord de l'un d'eux, lent mais constant, massif mais indispensable. La prochaine fois que tu verras un porte-conteneur à l'horizon, ne le pense pas maladroit ou dépassé. Souviens-toi que sous cette apparente lenteur se cachent des millions de calculs, des moteurs de précision et des décisions guidées par l'intelligence artificielle. Chaque mètre parcouru est une leçon d'ingénierie, d'économie et de patience. Car en mer, comme dans la vie, la puissance sans contrôle ne sert à rien. Et ces géants le prouvent chaque jour. Ils déplacent le monde sans hâte, mais avec sagesse.